Nouvelle victoire pour le Sarreguemines Football Club. Le SFC accueillait le CSO Amnéville samedi au stade de la Blise. Très belle victoire 4-1 grâce à un triplé d'Enes Saïn et un but de Yanis Hadj. Sarreguemines talonne Forbach, toujours premier du classement en Régional 1 au Miris. Manifestation contre le fascisme à Rheinheim. Le parti allemand d'extrême droite AfD avait initialement prévu d'y tenir son congrès national. Bien qu'annulé, plusieurs centaines de manifestants ont maintenu leur rassemblement en faveur de la diversité et de la démocratie. Recherche main-d'œuvre pour les touristes. Pour la première fois, France Travail a organisé un forum de l'emploi saisonnier dans le Pays de Bitche. Parmi les recruteurs, des lieux de villégiature du secteur, des sites touristiques et un hôtel allemand. 20 à 30 postes de saisonniers sont à pourvoir dans le Pays de Bitche. En conseil communautaire de la Casque, les élus ont adopté 6 budgets primitifs. Ils ont voté de manière unanime, sauf pour le budget consacré au développement économique. Jean-Luc Lutz s'est abstenu. Le maire de Blisbruck estime que 800 000 € c'est trop pour rénover 2 appartements meublés et apporter des modifications à la terrasse du restaurant du Golfe. Par ailleurs, les élus de l'agglo ont réaffirmé leur confiance quant à la concrétisation du projet Holosolis, malgré les rumeurs. 30 000 primes verts vendues pour la lutte contre le cancer. Une centaine de bénévoles se sont mobilisés en Moselle-Est, notamment devant ou dans les grandes surfaces, pour vendre des pots de primes verts en échange de dons pour la Ligue contre le cancer. 3 joueuses de l'Est Sarreguemines Tennis sont devenues vice-championnes du Grand Est. Fabienne Lannes, Oriane Lanier et Aurélie Marchal se sont finalement inclinées dans la phase finale du championnat Grand Est par équipe face à Reichstedt. Bienvenue sur Mosaïque Cristal avec nos 2 invités du jour, Viren Müller et Marc Schwalb. On parlera aussi de l'écho des régions et notamment de son édition de Moselle-Est. C'est un nouveau journal de petites annonces qui prend la relève après la disparition du Telex. Avant cela, quelques images du lycée Jean de Pange ce matin qui a été placé en alerte pour menace terroriste. À 8 h, les élèves n'ont pas pu accéder à l'établissement, le temps d'effectuer quelques vérifications. L'alerte a été levée vers 9 h et les élèves ont pu regagner leur salle de classe. Plusieurs établissements scolaires de notre académie ont reçu des messages de menaces terroristes dans la nuit de dimanche à lundi. C'est suite au piratage des espaces numériques de travail, informe le rectorat de l'académie Nancy-Metz. Après l'attentat terroriste à Moscou revendiqué par Daesh, le gouvernement a relevé le plan Vigipirate à son niveau d'alerte maximale, urgence, attentat. La sécurité des établissements scolaires a donc été renforcée. On s'intéresse maintenant à une opération de recrutement inédite en Moselle. On va retrouver Marie-Morgane en duplex. Tu es au restaurant La Charrue d'Or à Sarreguemines. Dis-nous ce qui s'y passe. Eh bien ici, pas de CV, pas d'entretien classique. Les recruteurs des restaurateurs du secteur de Sarreguemines observent les candidats directement à l'œuvre en train de travailler. Il y a d'ailleurs une partie des candidats qui est derrière moi. Dans quelques minutes, ils vont gérer un service de 30 convives. Cela se passe à la Charrue d'Or. Les gérants ont privatisé leur établissement ce matin spécialement pour cette occasion. Alors là, les recruteurs vont se mettre à table dans quelques instants. Ils seront servis par des demandeurs d'emploi et dégusteront un repas confectionné par d'autres demandeurs d'emploi. Ce matin, je me suis glissée dans les coulisses de cette expérience hors du commun. Reportage. C'est un suprême de volaille farci à l'ail des ours. Donc avec une petite garniture, il y a pommes de terre, grenaille, courgettes, tomates. Et en dessert tout simple, une tarte aux pommes. Sacha Baumann, chef de la cuisine de la Charrue d'Or, donne ses instructions. Pas à son équipe habituelle, mais à des demandeurs d'emploi. Faire les gousses d'ail. Ça, c'est les garnitures pour après. Pas de CV ni de lettre de motivation. Les 9 personnes en recherche d'un poste dans la restauration sont dans l'action toute la matinée, en cuisine ou en salle. Elles sont accompagnées par l'équipe du restaurant. Alors je mets donc devant la chaise, je reproduis à gauche la fourchette, le couteau. Alors j'essaie de ne pas te faire trop dépasser, que ce soit trop haut, d'accord ? Franchement c'est très bien, parce qu'au moins on n'est pas jugé par rapport à un simple papier et on est mis en action. Ça fait déjà 6 mois que j'ai d'expérience dans la restauration et j'espère pouvoir par la suite continuer là-dedans, dans cette branche, ça me plaît, ça me passionne. Cette manière de recruter est une première en Moselle. L'idée est venue d'une initiative bretonne. On a pratiquement une vingtaine d'établissements ici sur le secteur qui recherchent dans le domaine de la restauration. À Sarreguemines, on aime ce qui innove, on aime aussi trouver des solutions effectivement qui sont différentes. On sait très bien qu'aujourd'hui nos recruteurs sont exclusivement basés sur des CV, mais là on est sur d'autres, je dirais, on montre ses capacités. On est sur d'autres critères et notamment la motivation, le savoir-faire, la présentation.
Une matinée de recrutement organisée en partenariat avec la mission locale de Sarreguemines. 2 jeunes inscrits ont participé à cette matinée. Beaucoup de jeunes se sentent disqualifiés par rapport au CV, par rapport à des diplômes, par rapport à une expérience professionnelle que souvent on leur reproche de ne pas avoir. Donc cette expérience permet aussi de montrer à des professionnels leurs compétences, leurs qualités, le savoir-être qu'ils ont. Nickel, super. Sur le secteur de Sarreguemines, une trentaine d'offres d'emploi sont disponibles chez une vingtaine de restaurateurs. 6 d'entre eux ont participé à la matinée de recrutement. Ils ont pu observer sur place le travail des candidats. C'est bien de pouvoir les voir en situation, ça, oui, tout à fait. On fait un métier manuel, donc de voir la gestuelle et de voir le comportement qu'ils peuvent avoir en cuisine. Après le service, les recruteurs et candidats ont pu échanger ensemble avec un job dating plus classique. Et on rejoint à nouveau Marie-Morgane en direct depuis le restaurant La Charrue d'Or pour en savoir plus sur cette initiative de France Travail. Oui, je suis maintenant avec Constance Trottin, conseillère à France Travail. Alors, on vient de l'entendre déjà dans le reportage, mais je voudrais en reparler avec vous parce que c'est vraiment un recrutement inédit. Pourquoi c'était intéressant justement pour vos candidats, vos demandeurs d'emploi ? Alors c'était intéressant parce que c'était une nouvelle méthode de recrutement. On part vraiment sur quelque chose d'assez innovant. Donc le but, c'était simplement de pouvoir valoriser leurs appétences, leurs attitudes comportementales en fait, plutôt qu'au travers d'un CV. Et alors il y avait environ 85 candidats intéressés par ce recrutement. Comment vous avez fait le choix des 10 sélectionnés pour participer aujourd'hui à cette expérience ? Alors le choix il s'est fait plutôt naturellement puisqu'on a fait une présentation collective auprès des candidats. Suite à cette intervention-là, ceux qui étaient intéressés sont restés. On a fait également l'utilisation d'outils de compétences. On leur a fait passer une détection de potentiel et un cadrage également sur la sécurisation de l'entretien, comment convaincre en 5 minutes autrement qu'avec un CV. Et donc il nous restait 10 candidats qui étaient intéressés par l'événement. Okay. Alors c'est un événement organisé par France Travail, mais possible aussi grâce à différents partenariats, c'est ça ? Tout à fait. Alors c'est une action qui a été mise en avant par l'UMI, donc qui est l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, en collaboration également avec la mission locale. Nous avons eu l'opportunité d'avoir en sponsoring cette action et la Charrue d'Or qui aujourd'hui nous prête ses locaux pour l'événement. Merci beaucoup pour ces informations complémentaires. Alors, j'ajoute que c'est un événement qui pourrait être reconduit notamment dans le Pays de Beach avec d'autres restaurateurs. Eh bien, merci Marie-Morgane et puis merci à Francis pour les moyens techniques. Et il n'y a pas que dans le secteur de la restauration qu'il manque de la main-d'œuvre. La saison touristique va bientôt démarrer et pour accueillir les touristes dans les meilleures conditions, il faut recruter des travailleurs saisonniers. Pour mettre en contact plus facilement les entreprises touristiques avec les potentiels employés, France Travail a organisé le premier forum des emplois saisonniers dans un lieu original. Reportage d'Émilie Azel. Munie de plusieurs CV, cette femme est venue trouver un poste de saisonnier. Vendredi matin, le Simserof a accueilli le premier forum des métiers saisonniers du Pays de Beach. France Travail, ex-Pôle emploi, l'a organisé en partenariat avec la communauté de communes du Pays de Beach dans le cadre de la Semaine nationale du tourisme. Étaient présents sur le forum France Travail, la région Grand Est, les sites touristiques de la communauté de communes du Pays de Beach, le WWF de Beach, l'Office du tourisme, un hôtel de Hornbach en Allemagne et le camping de Mühlenbach et celui de Hanau. Le forum était destiné aux jeunes, aux demandeurs d'emploi et aux personnes en réorientation. À la base, je travaille dans la production, mais j'ai envie de changer d'environnement. Pourquoi pas femme de ménage ou aide en cuisine ou autre chose, quoi. Je pense que sur de l'accueil, conseil, de la vente, il n'y aurait pas de souci. Mais du coup, si jamais... de toute façon, moi, je vais prendre votre CV, il n'y a pas de souci, vous l'avez. Cette année, entre 20 et 30 postes de saisonniers sont à pourvoir dans le Pays de Beach. On a un poste adjoint administratif, co-gérante, pour me venir en aide, mais on est obligé d'avoir l'allemand écrit, parlé et lu, parce que notre clientèle est à 90% allemande.
Ce forum peut aussi être une aide pour les professionnels. Il y a un grand manque de personnel. Depuis le Covid, c'est récurrent, que ce soit restauration, que ce soit le nettoyage au sanitaire, et les gens ne veulent plus travailler le week-end. Ça, c'est un grand problème, et dans le tourisme, c'est le week-end. Les difficultés de recrutement sont accentuées par le manque de candidats bilingues en allemand. Ich kann kein bisschen, nie so viel, wie ich kann reden, klein bisschen. Ja, das reicht. Et à propos de l'Allemagne, les manifestations se succèdent dans toute l'Allemagne. Le 3 février dernier, plus de 10 000 personnes étaient dans les rues de Saarbrück pour manifester contre la montée de l'extrême droite en Allemagne et contre le parti de l'AfD. Le week-end dernier, l'AfD avait prévu d'organiser son congrès national du parti à Rheinheim. Une contre-manifestation a eu lieu pour protester, bien que le congrès ait finalement été annulé. Reportage de Thibaut Desmerlet. Plusieurs centaines de personnes sont venues manifester à Rheinheim. La DGB, la Confédération allemande des syndicats, a organisé ce rassemblement pour la diversité et la démocratie. Il rejoint le large mouvement contre l'extrême droite et le parti politique de l'AfD, l'Alternative pour l'Allemagne. Initialement, on avait planifié un ralliement contre le congrès national du parti de l'AfD prévu à Rheinheim, qui finalement a été annulé hier à la dernière minute. Mais comme j'ai dit dans mon discours tout à l'heure, il faut toujours aller à l'encontre du fascisme et de la haine, et pas seulement à certaines occasions. La DGB fait partie du plus grand réseau d'action immédiate en Sarre, Bund Stadt Braun. Il rassemble plus de 100 organisations. Les manifestants venaient majoritairement de Rheinheim et de Gersheim, mais aussi de toute la Sarre. Des milliers de personnes étaient initialement prévues. Je pense que c'est une leçon pour eux de savoir qu'ici aussi il va y avoir un certain contre-mouvement contre ce parti. Mais s'ils reviennent, eh bien, effectivement, nous serons aussi présents pour montrer que ce parti d'extrême droite et ses positions ne sont pas la bienvenue dans notre commune. La manifestation a duré plus d'1 heure et demie. Après les discours, elle s'est terminée par un petit concert. Politique locale à présent, les élus de la communauté d'Aglo-Sarreguemines-Confiance étaient réunis jeudi soir en conseil communautaire. Guillaume Dumontail a assisté à la séance et va nous la synthétiser dans sa chronique. Alors jeudi soir, c'était un conseil redouté à la casque parce qu'il y avait le vote des budgets primitifs. Alors je précise redouté pas à cause de l'issue des votes, mais redouté parce qu'en général, ce sont des conseils qui durent très longtemps. Comment ça s'est passé ? Écoute Julia, ça s'est bien passé, le conseil n'a pas été trop long. Il faut dire que les élus avaient eu la bonne idée de ne pas inscrire trop de points à l'ordre du jour, en plus des budgets primitifs, ce qui fait que la durée du conseil communautaire n'a pas été excessive. Alors, que faut-il retenir du vote des différents budgets ? Que tous les budgets sont équilibrés, tant en fonctionnement qu'en investissement, et qu'il y a davantage de sérénité en ce qui concerne le prix des énergies. Nous ne sommes pas dans un contexte d'explosion des coûts au niveau du gaz ou au niveau de l'électricité. Par ailleurs, les élus communautaires ont pris la décision d'augmenter aucun taux d'imposition, même si par le biais de la hausse des bases fiscales, les habitants verront leurs impôts augmenter. Mais ce n'est pas le fait de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, cela est dû à une décision de l'État. Alors, quelles informations faut-il retenir de ces différents budgets, et notamment en matière d'investissement ? Alors, on va commencer par le budget principal, où 4 grosses dépenses d'investissement se dégagent. 2 millions d'euros pour le bâtiment du chantier d'insertion, à peu près la même somme pour la maison de l'eau, 2 300 000 euros pour les pistes cyclables et 6 300 000 euros pour le Bliss Park, dont la livraison est prévue le 1er janvier 2025. Alors si je prends les budgets dans l'ordre de leur présentation, il y a ensuite le budget du développement économique. Et oui, c'est le seul budget qui a donné lieu à un débat, mais plutôt virulent d'ailleurs. Finalement, ça n'a débouché que sur une abstention, celle du maire de Bliesbruck, Jean-Luc Lutz. La CASC envisage de dépenser 800 000 euros pour effectuer des travaux sur la terrasse du restaurant du Golfe et pour rénover 2 appartements situés au-dessus, avec pour objectif d'en faire des meublés de tourisme. Je vous propose d'écouter quelques extraits de cette passe d'armes. Il faudrait quand même que ces deux cellules, ces 2 appartements, ces 2 meublés soient occupés plus de 50%. Et c'est 175 euros. Certes, il y a des gens qui ont des sous, c'est certain, pas de problème, mais est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on est dans la réalité ou c'est des estimations qu'on a fait comme ça ?
La communauté d'agglomération dispose de données concrètes pour évaluer ce taux de remplissage puisque l'agglo perçoit la taxe de séjour et que la taxe de séjour permet de juger du taux de remplissage des meublés actuels. Et même si c'est du déclaratif, et donc et si on peut considérer que les données que nous avons sont minimalistes, des fois quelqu'un oublie de déclarer quelques séjours, malgré ces données minimalistes, le taux de remplissage escompté correspond totalement à ce que l'on constate dans les autres meublés de tourisme du territoire. On peut prétendre à un excédent de 10 000 euros, d'après les calculs qu'on a faits. Voilà, donc ça ne coûte rien. Alors, il ne reste plus qu'à espérer que ces calculs confrontés à la réalité s'avéreront vrais. Le maire de Bliesbruck a insisté et rappelé que pour lui, 800 000 euros, c'est trop. Le président de la CASC a défendu ce choix. Écoutons-le. On fait des choix, effectivement, par rapport au niveau qu'on veut atteindre pour les mettre en location. Et le vice-président en charge des finances a rappelé qu'il ne s'agissait que d'un montant prévisionnel, comme vous allez pouvoir l'entendre. Pour relativiser évidemment ces montants, c'est des travaux de meublé de tourisme et aussi également au niveau du restaurant, il est vraisemblable qu'on soit sur des montants peut-être un petit peu moins importants. Seul petit couac donc pour la CASC, ce débat autour des travaux qui sont prévus pour rénover ces appartements. Mais le maire de Bliesbruck était le seul à tiquer sur le montant de cette dépense prévisionnelle et il était le seul du coup à s'abstenir au moment du vote du budget primitif concernant le développement économique. Alors, mis à part cet investissement prévu au niveau du golf, est-ce qu'il y a d'autres investissements qui méritent d'être soulignés? Oui, on va un petit peu détailler les différents budgets. En plus de ces travaux autour du golf, il y aura 5 400 000 euros qui sont prévus pour l'aménagement des zones économiques, notamment 3 millions pour l'Europol 2, 3 300 000 euros pour la construction du nouvel IFSI et près d'1 700 000 euros pour l'acquisition d'un robot chirurgical qui seront ensuite remboursés par l'hôpital. Et autre budget, tu voulais nous parler aussi de celui consacré aux transports urbains. Oui, effectivement, parce que 2 500 000 euros d'investissement sont prévus pour rénover la flotte de bus circulant au gaz naturel. Cela me donne l'occasion de signaler que ce n'est pas parce que cette somme est prévue en dépenses d'investissement qu'elle sera forcément utilisée. Pour acheter des bus, il faut avant tout qu'il y ait de disponibilité au niveau de l'achat de ces bus et du côté des constructeurs, cela ne suit pas forcément toujours. Il existe en effet des délais importants. Alors, autre budget qui est important et notamment en termes d'investissement, c'est celui de l'assainissement. Oui, effectivement, 2 700 000 euros sont en effet prévus pour des travaux sur les réseaux de collecte et plus d'1 700 000 euros pour la modernisation des stations d'épuration. Pour ce qui concerne l'eau potable, de nombreux investissements sont également programmés avec de très nombreuses opérations à plus de centaines de milliers d'euros chacune. Et puis tu le disais en préambule, il y avait finalement très peu de points à l'ordre du jour en dehors des budgets. Est-ce qu'il y a quand même quelques points que tu veux aborder? Oui, vite fait, on va aborder 2 points. Les élus ont tout d'abord décidé de demander une subvention pour permettre à des personnes en situation de handicap d'accéder à la piscine de Serralbe. On sait qu'il y a de la demande à ce niveau-là. Et l'Assemblée communautaire a approuvé une vente de terrain à la société Chaîne de l'Est, désormais implantée à Vouswiller. Cette dernière veut s'agrandir et acquérir 10 000 m² supplémentaires pour créer des bureaux et un hall de stockage et de distribution. Le projet de la société s'élève à 2 millions d'euros et il devrait permettre de créer 10 emplois en 3 ans. A-t-il aussi été question d'Holosolis? Et oui, Holosolis s'est invité à la table des discussions. Aucun point à l'ordre du jour ne concernait ce projet de création de Gigafactory, mais le président Roland Roth a souhaité s'exprimer à ce sujet pour essayer de balayer les inquiétudes. Écoutons-le. Je rajoute tout simplement entre parenthèses que de nouvelles questions se posent sur l'avenir du projet, la faisabilité, etc. Sachez qu'il n'y a pas de changement, donc la preuve, ils sont dans les temps pour le permis de construire, va suivre relativement rapidement la demande d'ICPE, donc l'autorisation environnementale. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui puisse nous faire croire en une faiblesse du projet ou un abandon. Bon, il y a beaucoup de choses qui se disent, donc sachez que pour l'instant, eh bien, la motivation est toujours la même et le travail qui se fait est conforme à l'engagement qui a été pris
nous sommes les mieux placés pour le ressentir puisque nous sommes dans la même problématique. Nous les soutenons au quotidien chaque fois que nous pouvons le faire. Donc voilà, pour vous rassurer. Pour rassurer également l'Assemblée, Marc Zingraf, qui est également maire de Sarreguemines et conseiller régional, a souhaité prendre la parole. Je peux vous assurer que la région a assuré à Holosolis tout son soutien, aujourd'hui en réunion plénière, et que donc effectivement les rumeurs qu'on entend, il ne faut pas y prêter foi. Tout le monde continue à travailler dans un soutien très transparent de ce projet. Nous continuons à croire totalement à ce projet, même si les propos qui sont tenus par ailleurs prétendent ou veulent finalement partir dans l'autre sens. Les élus communautaires se veulent donc rassurants. Ils invitent également la population à participer mardi 2 avril à 18h30 à une réunion publique organisée par Holosolis au centre de communication INEOS. Il sera notamment question de l'intégration de la Gigafactory dans le paysage de Hambar. Le président de la CASC a précisé de quoi il serait question. En fait, mardi 2 avril, Holosolis devrait présenter son dossier de demande de permis de construire. Eh bien, merci Guillaume pour cette chronique et puis j'en profite du coup pour vous rappeler que vous pouvez vous inscrire pour participer à cet événement organisé par Holosolis. Toutes les informations sont sur notre page Facebook. Et puis toi Guillaume, on te retrouve demain sur ce plateau pour nous synthétiser le conseil municipal de Sarreguemines qui a lieu ce soir. Ces derniers jours, le comité mosellan, la Ligue contre le cancer, a organisé sa traditionnelle vente de primes verts. En échange d'un don de 2 €, chacun pouvait repartir avec un pot. Les dons récoltés permettent de venir en aide aux personnes atteintes d'un cancer et de faire avancer la recherche contre la maladie. Cette 26e édition a connu un franc succès. Reportage de Camille Henriot. Un pot de primes verts échangé contre un don de 2 € pour la Ligue contre le cancer. Ce vendredi 22 mars, en milieu de matinée, de nombreuses fleurs de printemps ont trouvé preneur. Installés dans l'hypermarché Cora de Sarreguemines, ces bénévoles réorganisent leur stand pour laisser apparaître les quelques couleurs restantes. Une centaine de personnes étaient mobilisées partout en Moselle-Est pour mener l'opération. Les ventes se font bien, il y a même certaines personnes qui viennent nous tendre un billet sans prendre de fleurs, ce qui fait énormément plaisir, bien sûr. Apporter son soutien à la lutte contre le cancer lui tient particulièrement à cœur. Bon, mais je pense que c'est une cause, malheureusement, qui est facile à défendre, parce que nous sommes tous concernés, moi dans ma famille, Martine dans sa famille, et c'est pas difficile de comprendre qu'il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance et on est encore loin de tout comprendre et de tout pouvoir soigner. Tous ont pu récolter le fruit de leurs efforts. Près de 30 000 primes verts ont été vendues cette année. L'objectif est largement atteint pour la section locale de la Ligue contre le cancer. Ça représenterait environ 40 000 € de dons. Ces recettes seront reversées au comité mosellan de la Ligue contre le cancer. Il y a 3 ans, ces dons ont notamment permis de financer l'achat d'un nouveau scanner à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Projet soutenu par la Ligue à hauteur de 120 000 €. Et prochain rendez-vous, le week-end des 27 et 28 avril, les motards se mobiliseront pour l'opération Une rose, un espoir, avec le même objectif, récolter des dons pour la lutte contre le cancer. Nos invités du jour ont fait le pari de relancer leur activité professionnelle. Il est temps de leur donner la parole. Alors vous êtes tous les deux des anciens du Telex, journal de petites annonces qui étaient distribuées dans nos boîtes aux lettres pendant des décennies. Et puis soudain l'aventure s'est arrêtée et vous vous êtes retrouvés du coup sur le carreau. C'était un crève-cœur pour vous, l'arrêt du Telex, ou bien vous l'aviez vu, vous l'aviez senti venir? Clairement, on l'avait vu venir, ça s'effritait de mois en mois. Ensuite, en fait, nous, on a tout de suite été rattachés à l'Écho d'Alsace qui était géré par la même personne, donc on n'a pas senti il n'y a pas eu d'arrêt pour nous. Donc pour vous, il n'y a pas eu d'arrêt, ce qui fait que, au lieu d'avoir à chercher un autre travail ou de vous reconvertir, vous êtes décidé du coup à être dans l'Écho des régions, adossé à l'Écho d'Alsace. Alors racontez-nous cette aventure.
peut-être prendre la parole. En fait, sur les 2 dernières années, on a donc travaillé autour du journal de l'Écho d'Alsace avant de relancer le petit frère du Telex parallèlement sur la région de Sarrebourg, qui s'appelle l'Écho des régions Moselle-Sud actuellement. Et un 3e document qui s'appelle les bonnes affaires sur la région de Sarre-Union. Et l'année dernière, notre ancien employeur nous a fait comprendre qu'il voulait arrêter ses activités et nous a proposé de reprendre les titres. Donc on s'est concertés tous les deux et on a pris le pari de continuer ce qu'on avait commencé. Et donc de relancer encore une fois le petit frère du Telex, à savoir celui dont on parle aujourd'hui, l'Écho des régions Moselle-Est. Alors, sacré challenge, l'Écho des régions, que ce soit l'Écho des régions Moselle-Est, Moselle-Sud ou l'Écho d'Alsace, le principe c'est un peu le même que ce qu'était le Telex. Distribution gratuite dans les boîtes aux lettres, tout est financé par la pub et par les petites annonces payantes ? Tout à fait, c'est ça. Les annonceurs professionnels et les petites annonces et les associations aussi qui participent au financement. Et puis tous les encarts publicitaires des commerçants, etc. Alors le Telex a été en premier lieu victime de la très forte concurrence d'Internet. Comment vous espérez tenir économiquement? Parce que la concurrence, elle est rude. Alors c'est rude, mais du coup on prend un petit peu tout ça un peu à contre-pied parce qu'on continue de faire nos journaux distribués en boîte aux lettres qui est attendu par beaucoup de monde en fait, mais on a aussi notre version numérique, on n'est pas resté sur notre faim, on a lancé là hier notre page Facebook, vous pouvez consulter le journal en ligne comme si vous l'aviez de façon physique devant vous, et donc on allie un petit peu le meilleur des deux mondes, à savoir la distribution en boîte aux lettres et la version numérique aujourd'hui. Alors vous avez tous les deux repris le flambeau, vous vous êtes lancés dans cette aventure. En dehors de vous, qui travaille à l'Écho des régions? On n'est que 2. Il n'y a que nous. Et vous faites tout? On fait tout, oui. Les journées sont longues, mais bon, on s'est lancé là-dedans, on s'est fixé des objectifs et puis on se donne les moyens de les atteindre. Donc il faut se lever tôt le matin, finir tard le soir, mais comme dans toutes les presses, il y a des dates de bouclage qu'il faut tenir. Et donc, moi, personnellement, je m'occupe de la partie infographie et Vérène de la partie commerciale et administrative. Donc, c'est Vérène qui est tout le temps sur les routes. C'est ça, exactement. Alors, aujourd'hui, vous sortez le 3e numéro de l'Écho des régions Moselle-Est. Le principe, c'est quoi? C'est un numéro par mois? 14 par an, à peu près 1 par mois. 2 pour les mois un petit peu plus forts. Le principe reste le même que le Telex en fait, des petites annonces, l'horoscope, des articles d'intérêt local et des annonceurs. Ok. Et alors, édition de Moselle-Est, ça couvre quel périmètre géographique? Parce que là, il y a du changement par rapport au Telex. Alors, la zone de distribution, c'est Sarreguemines, Frémin et les communes aux alentours. On n'a pas mis la région de Bitche pour l'instant, c'est simplement une question économique au niveau de la distribution. Ok. Et en fait, historiquement, le Telex existait sur Sarreguemines, Forbach, Sarrebourg et Saint-Avold. Nous, on a décidé, en relançant le journal, de l'amener sur la région que Vérène vient d'évoquer. Dans un premier temps, parce que mine de rien, à 2, ça fait quand même 3 journaux à sortir, donc 14 fois 3 parutions, plus les bonnes affaires, on arrive à peu près à 60 parutions par an pour un volume de 1 800 000 exemplaires en boîte aux lettres, ce qui est déjà pas mal. Oui, parce qu'il y a Moselle-Est, Moselle-Sud, Alsace. C'est ça, en fait, il y a la affaire. Alors du coup, ma question elle est peut-être bête, mais vous projetez de vous étendre, quitte à recruter? Alors, on s'est décidé à se lancer à 2 dans l'aventure. Pour l'instant, on tient les rênes à 2. C'est vrai que la charge de travail est très très importante pour les 4 supports réunis, et que peut-être que dans l'avenir, on sera créateur d'emplois et qui sait, peut-être grossir à nouveau, mais alors plus sous la forme qu'on a connue au Telex, mais pourquoi pas créer 1 ou 2 emplois dans l'avenir, quoi. Et au niveau de la distribution en boîte aux lettres, vous n'avez pas trop de problèmes avec les stop pubs sur toutes les boîtes aux lettres? Il y en a beaucoup qui ont mis les autocollants stop pub. Alors, il y a des chiffres avec les stop pubs, mais il faut savoir que quand on rentre dans une boîte aux lettres, c'est que les gens ont décidé d'accueillir le journal chez eux. Donc, en fait, on rentre dans le foyer qui a décidé de nous recevoir, et donc qui a attendu, qui va le lire et qui va prendre le temps d'apprécier le journal pour ce qu'il est, quoi.
Bon, aussi la version numérique qu'on peut consulter en ligne pour les gens qui ont les stop pubs sur les boîtes aux lettres. Beaucoup de gens qui ont peut-être un stop pub, mais qui vont consulter la version en ligne demain parce qu'elle est accessible partout, sur smartphone, ordinateur, comme tous les médias qu'on fait aujourd'hui, quoi. Bon, en tout cas, c'est un sacré challenge. Bonne chance pour la suite. Merci. Nous, on va jeter un œil aux prévisions de Météo France avant de s'intéresser aux résultats sportifs de ce week-end. À tout de suite. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, ce week-end c'est déjà Pâques et j'avais envie de vous faire plaisir. Alors à partir d'aujourd'hui et jusqu'à jeudi, le lapin de Pâques, c'est moi. Toute cette semaine, je vais me promener aux quatre coins de notre beau territoire pour y cacher des chocolats et ce sera ensuite à vous de les retrouver. Aujourd'hui, c'est Rhodes que j'ai choisi avec ce joli petit coin décoré et donc je vais y cacher mes petits chocolats et puis je vous retrouve tout de suite après la météo. Pour demain, on va pouvoir profiter d'une première moitié de journée sous le soleil, mais dans l'après-midi, les nuages vont reprendre le relais et des averses sont même attendues dans la soirée. Côté température, les minimales iront de 5 à 7 degrés et les maximales de 16 à 17 degrés. Demain, nous fêtons les Larissa et il fera jour de 6h20 à 18h53. Ça y est, mon premier paquet de la semaine est caché, j'espère que vous allez le trouver et n'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer une photo avec vos chocolats sur Facebook, par mail ou encore sur Instagram ou TikTok, sur tous nos réseaux. Et puis comme ça, je pourrai partager le gagnant du jour demain. N'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à nous proposer des nouveaux lieux où je pourrais les cacher. Je vous souhaite à tous une bonne chance et puis à demain. Venez goûter les délices chocolatées de Jacques Bockel à Styrin-Vendel. Votre chocolatier créateur vous propose une collection de chocolats de saison décorés à la main et 100% naturels à offrir ou à croquer. Sans oublier des spécialités intemporelles qui feront plaisir à tous les gourmands. Jacques Bockel, c'est 100 mètres carrés de chocolat d'exception à Styrin-Vendel. Votre vie locale sportive est sponsorisée par Wellness Wooswiller. Nageurs amateurs ou confirmés, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégrée Swimeo, disponible à l'essai. C'était un début de match difficile mais avec une fin heureuse. Le Sarreguemines Football Club a battu le CSO Amnéville 4-1 au stade de la Blise. Une nouvelle victoire qui le rapproche de plus en plus de l'équipe de Forbach, première du classement au Régional 1 au Méris avec 42 points. Occasion, but et résumé du match dans ce reportage de Thibaut Desmerlet. Lors de la 19e journée en Régional 1 au Méris, le Sarreguemines Football Club a battu le CSO Amnéville 4-1. Pourtant, au début du match, il était difficile de prévoir cette conclusion victorieuse. Dès les premières minutes, l'équipe en vert du CSO Amnéville s'est montrée rapide et agressive. Elle a atteint plusieurs fois la cage des Sarregueminois, avec notamment un but refusé à cause d'un hors-jeu. Les Amnévillois continuent de mettre la pression et à la 14e minute, ils marquent le premier but de la rencontre. On est tombé sur une très bonne équipe d'Amnéville avec un bloc très compact et beaucoup de qualité dans le jeu et notamment sur les transitions rapides. Donc ça nous a posé des difficultés. Cela faisait aussi quelques semaines qu'on n'avait pas joué, du coup on a manqué de rythme. Le SFC a du mal à traverser les défenses adverses, mais petit à petit, il se rapproche des filets. Avec une faute du CSO Amnéville dans sa surface de réparation, les hommes de Jamel Ferjani ont l'occasion d'égaliser. Enes Saïn marque le premier but de Sarreguemines à la 37e minute. Et il en demande encore. Sur un coup de franc de Yanis Hadj, Enes Saïn marque le second but pour son équipe à la 46e minute sur un coup de tête. Score 2-1 pour le SFC. Ensuite, tactiquement, on a changé. On a apporté une évolution un petit peu à notre projet de jeu et du coup je pense que ces changements ont permis d'avoir des points d'appui et des rampes de lancement qui nous ont permis de nous projeter vers l'avant et à partir de là on a coupé leur équipe en deux et avec de l'efficacité on a su faire tourner le match. Avec le moral remonté à bloc, le SFC entame la seconde mi-temps plus sereinement. Les occasions s'enchaînent et Yanis Hadj marque le troisième but à la 58e minute. Enes Saïn s'offre un triplé à la 82e minute.
Le SFC se trouve maintenant à la 2e place du classement avec 40 points, derrière Forbach avec 42 points. Le prochain rendez-vous sera le vendredi 29 mars à 14h30 avec le rattrapage du match contre Aubert-Moderne. Le SFC est sur une très belle lancée, profite des revers de Forbach. Sarreguemines est 2e avec seulement 2 points de moins et encore toutes ses chances, d'autant que les Sarregueminois ont 2 matchs de retard par rapport aux Forbachois. 2 matchs de retard aussi par rapport au 3e du classement, Homboureau, qui est 4 points derrière Sarreguemines. En Régional 2, l'AES est aussi 2e du classement. L'entente Arène-Étain-Schmidtviller a 27 points au compteur, 6 de moins que le premier Agno, et seulement 1 point d'avance sur Button et Schierhain, 3e et 4e de cette poule E. Pas encore de qualification aux Jeux paralympiques de Paris 2024 pour Michel Munch. L'athlète handisport sarregueminois a participé hier en Italie à sa première course de 5 km avec son guide Romain Dicher et avec en ligne de mire la qualification. Le duo a terminé 2e avec un chrono de 17 minutes 28 secondes. Il va falloir réussir à passer en dessous de la barre des 16 minutes pour être sur la ligne de départ des Jeux paralympiques. Prochaine tentative, début mai à Maison-Alfort. Au besoin, il restera ensuite 4 créneaux possibles, tous au mois de juin, à Florange, puis en Suisse, puis à Paris-Charletti et enfin à Talence. Elles sont devenues vice-championnes Grand Est. Les joueuses de l'AS Sarreguemines Tennis, Fabienne Lannes, Oriane Lanier et Aurélie Marchal, ont disputé la phase finale du championnat Grand Est hiver par équipe. Leurs adversaires de Reichstedt ont été plus fortes sur le terrain. Les 3 Sarregueminoises ont toutes perdu leur match, mais en se battant jusqu'au bout. Reportage de Thibaut Desmarlais. Elles ont tout donné pour essayer de vaincre les joueuses de tennis de Reichstedt. Après la défaite de Fabienne Lannes et celle d'Aurélie Marchal, c'est Oriane Lanier qui a tenté de gagner son match pour encore avoir une chance de remporter le titre. Après un beau combat, elle s'est inclinée 3-6, 1-6 et les 3 joueuses de l'AS Sarreguemines Tennis sont devenues vice-championnes du championnat Grand Est hiver dames par équipe. Je suis un peu déçue de ma prestation, mais j'ai une semaine un peu chargée en termes de travail et puis le job de maman qui me prend beaucoup de temps aussi maintenant. Donc j'aurais aimé faire un tout petit peu mieux, mais on espère toujours faire mieux. Mais globalement, on s'est donné à fond, on est déjà très content d'être arrivé jusque-là et c'est une grosse fierté de représenter le club de Sarreguemines en finale Grand Est. Les joueuses avaient déjà remporté précédemment le titre de championne de Lorraine. Cette 2e place reste une belle performance pour le président du club de Sarreguemines. On est très fiers parce que c'est vrai qu'on s'est battu avec nos armes, avec notre équipe à nous. Les filles se sont très bien défendues. Ça reste quand même un beau résultat. Vice-championne de Grand Est chez les filles, c'est bien. Ça fait maintenant quelques années qu'on arrive chaque fois chez les filles ou chez les garçons à être en phase finale par équipe. Ça prouve le bon travail de notre école de tennis et elles ont pris plaisir, donc c'est le plus important. Cette compétition leur a permis d'accumuler de l'expérience pour les prochains rendez-vous, notamment le championnat de France le 28 avril.